Donc, le webinaire de ce matin a comme thématique service client. Et si vos KPI vous trompaient, donnez du sens à vos données. Et c'est vrai que c'est important parce que souvent, on s'attarde sur des KPI, la QoS, le FCR, etc. Mais on ne va pas aller chercher au-delà de ça. Et pour vous aider justement à aller chercher ces petites pépites qui se cachent dans vos données, on est deux ce matin pour faire ce webinaire. Alors, avant de commencer, je vous propose de répondre à un petit sondage que je viens de lancer ici dans le chat. Donc, je vais pouvoir ouvrir les votes. Donc, je vous ai mis un sondage assez simple. C'est quels indicateurs, quels KPI suivez-vous dans votre service client? Alors, vous verrez qu'à la fin du webinaire, on vous donnera quelques conseils sur les KPI. Mais déjà, n'hésitez pas. Je vous ai mis des KPI, j'espère que vous connaissez, DMT, FCR, QoS, CSAT, donc plein d'acronymes super complexes. Mais dites-nous un petit peu si vous voulez surveiller et s'il y en a d'autres que vous surveillez. Et bien sûr, on fera un petit état des statistiques tout à l'heure. Donc voilà, donc les petites stats, on nous a mis quelques-uns des indicateurs, mais il y en a encore plein d'autres. Je ferai un petit récap juste avant de commencer la présentation. Donc, vos animateurs pour la journée et pour ce webinaire, c'est moi-même et Sébastien Julien. Alors, Sébastien, est-ce que tu peux te présenter? Donc, Sébastien Julien, je suis responsable opérationnel CX, donc Customer Experience chez Locan. Et donc, je suis responsable notamment de la cellule service client. Et à ce titre, effectivement, on accompagne nos clients justement dans la construction et le suivi de ces KPI. Et on fait également beaucoup de déplacements sur site pour pas seulement aborder les KPI de manière globale, mais aussi aller accompagner les équipes, les superviseurs à suivre ces KPI et bien sûr à en tirer des pistes d'amélioration. Ouais, parce que c'est vrai que tu te disais, souvent en fait les gens se concentrent sur quelques indicateurs, ce qui est bien, mais parfois si on va chercher dans le détail, si on va vraiment analyser les stats, c'est là en fait on voit des gains de productivité, d'efficacité ou des points noirs dans le parcours client. Exactement. Voilà. Et donc moi, je m'appelle On va Frédéric voir tout Neves. ça. Ouais. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Et donc, moi, je m'appelle Frédéric Canavet, je suis responsable des projets digitaux chez Locan. Et j'aurai le plaisir de compléter les propos donc de Sébastien avec des cas clients ou des exemples de clients qui, justement, font des choses assez intéressantes au niveau du suivi des indicateurs ou des actions d'amélioration de la relation client de manière opérationnelle. Alors, au sommaire, ça va être assez simple. On va vite fait vous présenter qui est Eloquent, donc éditeur de solutions de centre de contact et de voix du client et du collaborateur. On vous parlera en fait tout ce qui est levier pour une relation client au téléphone et même de manière globale efficiente. Et après, on passera aux canaux digitaux. Donc ça, c'est cette partie qu'on va animer ensemble. Et ensuite, j'ai donné la parole à 3 consultants qui nous parleront un peu plus de l'organisation des équipes et qui prendront un petit peu plus de hauteur parce que c'est vrai que nous, on est éditeur de logiciels, on est là pour vous aider à mettre en place une solution et à analyser les données. Mais bien sûr, derrière, sur la partie organisationnelle, la partie coaching des équipes, on a bien sûr des équipes de consultants qui sont là pour vous aider. À la fin de la session, on verra ensemble pour les questions-réponses. Alors, si vous voulez, je vais commencer déjà, avant de faire la présentation, à voir en fait qui a répondu aux différents indicateurs. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Le plus haut score, c'est les appels traités par jour. C'est la répartition des appels par jour, le temps d'appel. C'est vrai que c'est quelque chose qui est important. Et après, derrière, on a des choses un peu plus limitées. La DMT, 9%. Le FCR, qui est pourtant quelque chose qui est assez intéressant, 5%. Et la QoS, un peu moins prégnant que les autres. Donc, merci pour ceux qui ont répondu. Et il y a quelques personnes qui nous ont dit qu'est-ce que c'est l'ES, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, je partage les votes si vous souhaitez avoir un petit peu d'informations là-dessus. Alors, avant de commencer la présentation, un petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Eloquent, donc on est éditeur de solutions de centres de contact et de voix du client et du collaborateur. Ça fait plus de 20 ans qu'on existe. On a plus de 120 experts à votre disposition. On est éditeur intégrateur de nos propres solutions. Donc, on gère presque un demi-milliard d'interactions chaque année, que ce soit du téléphone, du mail, du chat, du bot, etc. Et on envoie près de 150 millions d'enquêtes de satisfaction chaque année. Si vous êtes client SFR Pro, Bouygues Pro, si vous allez, par exemple, si vous faites livrer un colis par Géodis, vous aurez de fortes chances d'avoir reçu des enquêtes de satisfaction Eloquent. Donc, on équipe près de 320 clients en France et dans le monde et on a un taux de satisfaction de 98%. Le CSAT, c'est important. Notre mission étant simple, vous aider à créer des conversations mémorables entre vous
et vos clients. Donc, tout simplement avec l'omnicanal, l'historique et la connaissance et la personnalisation des données, et aussi vous aider à avoir plus d'engagement au niveau des collaborateurs en leur donnant des bons outils et des outils qui vont les motiver à travailler et avoir une orientation client. Notre but avec nos outils, c'est de vous aider à fluidifier, valoriser votre relation client, et on vous propose une plateforme cloud d'expérience client qui a tout simplement 2 gros piliers. Le premier pilier qui est tout ce qui est communication omnicanal, gestion des interactions, voix, email, SMS, chat, réseaux sociaux, vidéo, etc., avec bien sûr une console de pilotage qui permet aux superviseurs de voir ce qui se passe et de s'adapter en conséquence. Et on va gérer après tout ce qui est écoute client et collaborateur de manière omnicanale, enquête de satisfaction, post-appel ou tout simplement des enquêtes par email ou des enquêtes post-visite en magasin, par exemple. Voilà. Donc ça, c'était la présentation d'Eloquent. Donc pour commencer, on voulait quand même faire un petit rappel sur les bons leviers d'une relation client efficiente. Donc la relation client, déjà par un bon socle, déjà c'est former les conseillers. Ça, c'est peut-être une évidence si on enfonce des portes ouvertes, mais c'est quand même essentiel. Si ils n'ont pas les connaissances métiers, les process, et s'il n'y a pas régulièrement un cursus de formation, ça ne marchera pas. Répondre aux attentes officielles, essentielles sur tout ce qui est joignabilité, amabilité, pertinence, ça, et bien sûr avoir des produits qui sont en phase avec les attentes des clients, c'est essentiel. Suite à cela, quand on a ces piliers fondamentaux, on va essayer de travailler sur la satisfaction lors des conversations au centre de contact, la personnalisation, le FCR, du self-service quand c'est possible. Ensuite, bien sûr, on monte d'un niveau encore, on place la voix du client comme moteur d'amélioration avec les feedbacks, les enquêtes de satisfaction. On écoute les collaborateurs avec tout simplement la possibilité pour eux de remonter des choses. Et à la fin, on essaye de viser l'effet waouh. Donc ça, c'est la pyramide. Là, aujourd'hui, on va vraiment se concentrer plutôt sur le bas de la pyramide et on essaiera de monter un petit peu plus haut. Alors toi, Sébastien, tu disais que tu aimais bien parler d'une citation lorsque tu commençais à parler des KPI au centre de contact. Oui, tout à fait. Alors, j'ai choisi volontairement cette citation. Donc, l'efficacité du pilotage ne se mesure pas au nombre des indicateurs utilisés dans le reporting. Ça, c'est important parce qu'en fait, on s'aperçoit que quand on parle des sujets KPI, on se retrouve souvent avec des clients qui se sentent un petit peu obligés de suivre tous les KPI. C'est-à-dire, en gros, si je suis pas tous les KPI, c'est que je fais pas bien ce suivi. Alors qu'en fait, non. Voilà. L'idée, c'est partir des objectifs, de se poser la question de ce qu'on souhaite mesurer, de ce qu'on souhaite améliorer. Si on crée des services avec des canaux voix, mail, chat, quel est le but? Quel est le but recherché? Pourquoi est-ce que le client va choisir un canal plutôt qu'un autre? Et c'est à partir de là qu'on peut déterminer les KPI qui sont structurants sur chacun de ces canaux. Donc voilà, j'aime bien commencer par ça parce qu'on s'aperçoit souvent que le problème des KPI, c'est qu'il y a trop de KPI. Voilà. Trop de KPI, tout de KPI. Après, tu me disais aussi qu'il y avait 4 erreurs que tu voyais chez les clients et qui étaient en fait un frein à l'optimisation de l'expérience client et des parcours clients au centre de contact. Voilà. Donc, on a choisi volontairement ces petites caricatures que moi j'aime bien. Mais en fait, le premier, on l'a tous connu, c'est plein de KPI affichés, mais en fait, personne ne les surveille. Donc voilà, quand on se pose la question de à quoi ils servent, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'action qui en découle. Voilà. Donc j'aime bien cette petite image. On a une QoS de 95%. Ouais, c'est génial, mais OK, ou 90, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on en fait? Le second point, en fait, c'est ça. Alors, survoler sans creuser, c'est-à-dire ne pas chercher à comprendre ces chiffres. Et j'ai envie de dire qu'ils soient bons ou mauvais. C'est-à-dire, si on a des bons KPI, voilà, le côté tout baigne, on ne cherche pas à comprendre. C'est un petit peu dommage parce que c'est bien aussi de comprendre pourquoi est-ce qu'on est performant. Voilà. Et à l'inverse, bien sûr, si on a des indicateurs sur lesquels on n'est pas satisfait, c'est important d'aller creuser. On ne peut pas trouver une réponse en 5 minutes sur un taux de service qui n'est pas bon. Voilà, il faut aller chercher pourquoi est-ce qu'on perd des appels, à quel moment, est-ce qu'on a un problème de staffing, de formation, enfin bref. Ouais, Il ça faut peut être l'inverse, la surqualité. Si tu as une Oui. QoS de 95%, et c'est ce qu'on verra tout à l'heure avec Anne des fils RM, elle dit attention, parce que si vous avez une QoS de 95%, il est fort possible que vous payiez des conseillers à attendre des appels et à rien faire. Sauf si vous lui donnez des tâches Oui, intermédiaires. c'est ça. C'est possible aussi. Alors, le troisième, c'est ne pas partager ou ne pas expliquer. C'est-à-dire, calculer par exemple des KPI à haut niveau, on les partage qu'au niveau de direction, mais en fait, ces indicateurs ne redescendent pas au niveau des équipes, notamment au niveau des superviseurs, ou redescendent, mais sans réelles explications sur ce qu'ils mesurent. Et en fait, si à un moment donné, on envoie un taux de service à un superviseur ou à un agent
qui ne comprend pas ce qu'il y a derrière, bien sûr, il ne peut pas trouver de piste d'amélioration. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il faut les partager et il faut surtout les expliquer. On l'a vu avec le sondage que tu as fait, tout n'est pas forcément simple à comprendre, tout ne se calcule pas d'une manière qui est assez intuitive, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est très important d'expliquer ce qu'on mesure. Et le dernier point, alors voilà, j'aime bien celui-là aussi parce qu'il est assez réaliste, c'est les injonctions contradictoires pour les agents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est évident que si je demande à un agent d'apporter une réponse complète et de qualité et de passer du temps avec le client, l'adhérent, en même temps, je ne peux pas lui demander de rapidement être disponible parce qu'il y a énormément d'appels en attente. Donc ça, on le verra notamment avec le sujet sur la DMT, qui est un sujet, je trouve, très, très intéressant. Mais voilà, l'agent, il doit avoir des consignes claires et ne pas se retrouver avec des contresens. Ouais. Et pour ça, en fait, on va pouvoir agir à 2 niveaux. Donc, avec l'analyse que tu as fait, qu'on va présenter sur l'analyse vraiment pointue des indicateurs, on va pouvoir remonter des infos, mais également avec l'écoute des collaborateurs. Souvent, c'est eux qui sont en première ligne et qui savent ce qui va, ce qui ne va pas. Et donc, il faut vraiment les écouter. C'est pour ça que nous, on intègre dans nos solutions la voix du collaborateur dans les remontées, parce que c'est eux qui ont souvent les meilleures idées. Et pour cela, en fait, il faudra faire des choix entre des optimisations de l'existant, de l'automatisation, des problèmes de routage, de la formation des agents, de l'organisation, et intégrer des nouveautés. Du self-care, ça peut être du bot, ça peut être de nouveaux canaux, ça peut être travailler sur des campagnes de proactivité, du SMS, du RCS, etc., etc., ou mettre en place de nouveaux outils qui permettront aux agents d'être beaucoup plus efficaces. Donc là, c'est faire ce bon équilibre, pas trop, parfois on peut faire des choses intéressantes rien qu'en optimisant l'existant, et parfois il faut dire non, il faut remettre en cause et changer l'organisation de manière drastique. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est qu'on arrive maintenant au cœur du sujet avec les leviers de performance en téléphonie. D'abord, c'est vrai que c'est souvent le premier canal et c'est celui qui est le plus important quand les clients ont un problème. Alors là, Sébastien, tu nous as mis un florilège de KPI pour commencer. Oui, c'est ça. Bon, l'idée, c'est de faire un peu une photo de tout ce qu'on peut, entre guillemets, mesurer, ce qui peut être structurant pour le suivi de l'activité. Donc, si on démarre en haut à gauche, on va retrouver sur les appels les indicateurs un peu classiques, la durée de conversation, la durée de traitement, dans lequel on inclut notamment la phase de post-appel et de mise en garde. Suivre le nombre de mises en garde et de transferts, ça c'est important parce qu'on sait aussi que ça peut être un irritant. Ça peut être signe aussi finalement d'un manque de formation. Si j'ai un agent qui met trop souvent en attente, il peut y avoir quelque chose à creuser derrière. Les transferts, on le verra aussi. Est-ce qu'ils sont accompagnés ou est-ce que c'est des transferts sauvages? On sait que ça aussi, ça peut être un irritant si on doit passer par 2, 3 agents et à chaque fois expliquer tout le contexte. Bon, bien entendu, la volumétrie d'appel, la notion de réitération. Est-ce que des gens nous rappellent et pourquoi ils nous rappellent? Donc, le fameux SCR, la résolution au premier contact. Dans les traitements, je m'appelle un peu asynchrones, c'est-à-dire que voilà, si on n'est pas en mesure de traiter un appel, on va proposer des alternatives, donc du rappel, de la boîte vocale, de plus en plus aussi du self-care. Donc, on va rediriger sur l'espace client, sur des FAQ, sur du SV visuel. Tu as parlé du bot. Voilà, c'est aussi une piste. Alors, je vais remonter en haut à droite. Voilà, sur le suivi de l'activité agent, on va mesurer le nombre d'appels traités, le taux de décroché, le taux d'occupation. Donc, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est-à-dire globalement sur le temps que je dédie au traitement d'appels, notamment. Est-ce qu'il y a un certain temps dans la journée où en fait l'agent n'est pas occupé? Voilà, il faut le mesurer aussi. Donc, les connexions, la disponibilité. Le churn, donc ça, c'est la rotation agent, parce que ça peut aussi expliquer ponctuellement des KPI qui sont à la baisse. Voilà, si sur un mois, j'ai eu un turnover très important et j'ai énormément de nouveaux agents à former, effectivement, les performances du service peuvent s'en ressentir. Les indicateurs classiques, alors les 4 sur le service, donc c'est le taux de service, donc les appels décrochés sur les appels heure ouvrée. Ensuite, on va retrouver donc la qualité de service dans lequel on va exclure des abandons avant un certain seuil d'attente. Donc voilà, on part du principe que là, on est face à un client qui ne souhaite pas attendre, donc on ne va pas le comptabiliser. Donc globalement, cette QS va être meilleure. Et ensuite, on va arriver sur le niveau de service où là, en fait, c'est inverse. On va exclure les appels qui sont décrochés après un certain seuil d'attente.
Donc, par exemple, on va se fixer un objectif de décrocher avant 3 minutes d'attente. Et en fait, on va mesurer que les appels qu'on a décrochés avant ce seuil. Et la performance du service, donc qui est le dernier, qui lui prend les deux critères, c'est-à-dire il exclut les abandons avant seuil et il exclut aussi les décrochés après seuil. Voilà. C'est tout bête, mais la disponibilité du service, c'est important aussi. Si j'ai un service 9h, 18h, mais que je passe mon temps à mettre des exceptions parce que les équipes sont en formation ou parce que, je ne sais pas, il y a des incidents réseau ou peu importe, il faut que je mesure ça aussi. Voilà. Alors, en bas, on va retrouver aussi les éléments classiques rapport aux enquêtes, qui peuvent être post-appel, post-interaction, donc mail, téléphone, donc le NPS, le Net Promoter Score, la satisfaction client et l'effort du client, voilà, qui sont les trois qu'on regroupe principalement. Et alors, j'ai vu dans le chat, mais on peut mesurer aussi l'effort du conseiller, voilà, qu'on verra aussi tout à l'heure et qui est un critère aussi qui est à prendre en compte, bien sûr, parce qu'il peut être signe aussi d'une certaine baisse de performance en fait sur certains agents. Donc, si on récapitule les irritants, alors voilà, je laisse remonter. Il y a juste, voilà, en bas à gauche, il y a une chose très importante, c'est que tous ces KPI doivent nous permettre, en fait, d'identifier les irritants et les facteurs qui font qu'on n'est pas dans nos objectifs. Donc, le temps d'attente, les abandons, les dissuasions, les réitérations, notamment les réitérations qu'on dit abusives, les gens qui vraiment essayent d'appeler tout le temps, le SVI trop complexe. Parce que ça aussi, si on a un SVI à 3 niveaux, 5 choix, en fait, voilà, ça peut être très compliqué de s'y retrouver. On ne fait pas le bon choix, on est obligé de rappeler. Donc voilà, l'idée, c'est d'identifier la cause et bien sûr d'essayer de les éviter au maximum. Je te laisse du coup passer sur la suivante. Donc, la fameuse qualité de service. Donc, voilà, les facteurs clés, bien sûr. Gérer la planification. Et anticiper les variations saisonnières et identifier les périodes de forte sollicitation des appels. Voilà. Ce qu'on s'aperçoit, nous, quand on va chez nos clients, c'est que bien souvent, les abandons, les dissuasions sont sur des créneaux très précis où, effectivement, il peut y avoir une saisonnalité, premier mois de l'année, la rentrée scolaire, enfin voilà. Il peut y avoir des facteurs aussi qui font qu'on a une volumétrie plus importante et donc, il faut bien sûr adapter les plannings. Et la configuration des SVI. Voilà. Parce que bien entendu qu'en période de pic d'appel, on va peut-être avoir envie d'augmenter en fait les tailles de file d'attente. Les taux d'abandon dans les SVI, donc comment l'éviter? Ça peut paraître bête, mais un message d'attente qui inspire confiance et énergie, parce qu'on sait que voilà, un message trop répétitif et un peu trop basique, ça va plutôt nous donner envie de raccrocher. Proposer des alternatives, donc digital, le self-care, le rappel. Ouais, et c'est vrai qu'il y a 2-3 cas clients qui sont intéressants. Il y avait le cas DG2R La Mondiale qui nous avait dit qu'en période de fin d'année, carte de tiers payant, ils mettaient en obligatoire l'utilisation du serveur du SVI visuel. Le SVI visuel, c'est tout simplement recevoir un SMS et avoir un menu pour tout ce qui est carte de tiers payant. C'est obligatoire pendant cette période-là. Et le reste de l'année, les tiers payants, on pouvait avoir un conseiller, mais il forçait à certains moments de l'année le self-care. Tout à fait. Et voilà, le point aussi sur la dissuasion qui est très important, je pense. En fait, quand on paramètre les files d'attente, dissuasion, donc pour expliquer, c'est-à-dire on estime qu'on n'est pas en mesure de prendre en charge l'appel, soit parce qu'on n'a pas assez de conseillers, soit parce qu'on a dépassé la taille de file d'attente, soit parce qu'on estime qu'on a trop fait attendre le client. C'est-à-dire, on va dire la file d'attente, c'est 10 minutes maximum, par exemple. Donc, adapter l'issue, proposer éventuellement du débordement, du ticket de rappel, une annonce d'horaire conseillé, ça peut être fait aussi. Quelles sont les périodes horaires finalement où il y a le moins d'appels, où j'ai le plus de chances d'avoir un conseiller. Mais surtout, il faut vraiment réfléchir à ce point sur la dissuasion, c'est-à-dire à quel moment en fait je décide en gros que le client ne peut plus attendre. Parce qu'on s'aperçoit, et ça c'est intéressant quand on analyse certains appels, qu'on a parfois un adhérent qui va faire 3 appels, il va attendre 3 fois 5 minutes, puis on le dissuade. Et peut-être qu'en fait, sur le premier appel, si on l'avait fait attendre seulement 7 minutes, il aurait eu quelqu'un. Donc ça, voilà, c'est vraiment pas à prendre à la légère. La configuration des files d'attente, c'est l'élément clé de la dissuasion.
Et on sait nous, chez Locan, on a un paramétrage très riche sur les files d'attente. Donc, c'est quelque chose qu'il faut mettre en place, mais surtout qu'il faut suivre. Et la saisonnalité doit bien sûr entraîner des modifications, des adaptations de ces files d'attente. Ouais. Et c'est vrai que quand on préparait le webinaire, tu nous parlais d'un client qui a une très forte saisonnalité au moment de novembre et de Noël, et qui revoyait pas forcément son SVI et ses files d'attente, alors que l'activité n'avait rien à voir. Entre une activité de 1 à 10, là, il faut absolument revoir, et c'est vrai que c'est là que c'est important de revoir et faire un point, et se faire au moins un rappel dans l'équipe pour changer ces indicateurs-là. Exactement. Donc après, ça peut être au mois, donc ça s'anticipe, mais ça peut être des choses aussi, ça peut être le lundi matin, enfin voilà, selon les contextes. Donc le plus important, c'est vraiment d'identifier ces périodes de pic d'appel et d'identifier surtout tous les paramètres sur lesquels on peut jouer pour limiter l'abandon, la dissuasion, donc globalement les appels perdus, voilà, ce qui automatiquement fera remonter le taux de service, la qualité de service, voilà, tout ce qui va avec. C'est vrai qu'on a mis un petit exemple, c'est le SMS proactif. C'est vrai que ça a l'air de rien, mais tous les appels qu'on peut anticiper avec du traitement self-care ou une information, il ne faut vraiment pas hésiter. Là, en fait, on a donné l'exemple d'une assurance complémentaire pour les enfants qui ont forcément une saisonnalité une fois par an, c'est en septembre, qu'on faut faire le dossier scolaire et qu'il faut l'attestation, c'est le premier jour de septembre, mais c'est pas après. Et donc là, la bonne idée, forcément, c'est de dire qu'il faut envoyer le SMS, mais au bon moment, ni trop tard, ni trop tôt. Parce qu'une année, moi, je l'avais reçu trop tard, un jour trop tard, j'avais déjà fait le dossier, mais la rentrée scolaire, le SMS, ça ne servait plus à rien. Il faut vraiment l'envoyer au bon moment, il faut penser au timing. Alors, je crois que tu disais la proactivité, ça permet d'anticiper les situations. Hein. C'est ça qui était important de prendre. Oui, exactement. Alors, la DMT, ça aussi, c'est un indicateur qu'on suit, mais qu'on peut peut-être aller fouiller un peu plus. C'est ça. Et on s'aperçoit surtout qu'il y a des changements de vision sur la DMT. Historiquement, j'ai envie de dire, on disait toujours, le conseiller qui traite un appel le plus rapidement possible, c'est le plus performant. Voilà. Ça, c'est vrai encore, dans certains cas, je sais pas, dans le support, par exemple, on va considérer que celui qui est capable de résoudre très rapidement, effectivement, c'est le collaborateur qu'on va un petit peu valoriser. Mais on s'aperçoit chez beaucoup de clients que la DMT, c'est pas forcément justement un challenge sur une durée à ne pas dépasser. Au contraire, on va aussi avoir des clients qui vont considérer qu'en fait, un appel, c'est un moment privilégié avec un client, un adhérent. Donc, bien sûr, on va passer du temps pour répondre à son besoin, le besoin de l'appel, mais on va aussi en profiter pour refaire un point sur son dossier, lui proposer les dernières offres, enfin voilà. Et du coup, il n'y a pas forcément en fait ce challenge sur la DMT. Voilà. Alors que il est pratiquement suivi et en place de partout. Mais quand on envoie en fait à un agent sans explication des stats de durée, il va un petit peu naturellement avoir tendance à penser qu'il faut être le plus bas possible. Ce qui peut s'expliquer aussi par rapport aux problématiques de taux de service. Il est évident que c'est ce que je montrais tout à l'heure avec la caricature. Plus on passe du temps dans un appel, on n'est pas dispo pour prendre les prochains appels. Voilà. Donc, on va avoir globalement deux cas de figure, des cas où la QS est excellente, donc on va plutôt encourager les agents à passer du temps à apporter une réponse de qualité, à faire un petit peu de baisse d'effort. Et on va avoir peut-être aussi d'autres situations où, par exemple, on est dans la fameuse période de pic d'activité, où là, on va dire il faut faire vraiment au plus efficace et au plus rapide. Voilà. Mais là, encore une fois, c'est le sens qu'on met derrière cette DMT qui est important. Et si on affiche juste une DMT, sans explication de ce qu'on recherche, globalement, l'agent, lui, il est perdu. Voilà. Sur la DMT, il faut analyser les usages, donc notamment les mises en garde, le temps de post-appel, qui peut être aussi, on parle de temps de décompression, parce que si effectivement ça fait que sonner, c'est important d'utiliser ce temps pour aussi récupérer en vue d'un prochain appel. Ouais, c'est vrai que ça, c'était la France Mutuelle qui nous avait parlé de ça. C'est en fait, il disait il faut éviter l'appel de trop. Quand on est en centre de contact, au début de la journée, on est frais, mais à la fin de la journée, on a commencé à avoir les oreilles qui sifflent. Et donc groupe France Mutuelle nous avait dit les agents ont la possibilité de choisir dans un mode de retrait temps de décompression qui peuvent choisir. Ça peut durer 1 minute, ça peut durer 2 minutes, mais le temps de faire redescendre la pression. Et elle nous disait que ça prenait à peine 30 minutes par agent
par semaine, mais que ce temps-là leur permettait d'être vraiment beaucoup plus zen pour prendre les appels. Bien sûr, faut rappeler quand même qu'un agent, ça peut être quelqu'un, moi je l'ai vu, qui manipule 7 à 8 outils pendant un appel, qui peut être extrêmement long et qui peut être extrêmement difficile pour plein de raisons. Voilà. Donc effectivement, c'est important de ne pas négliger ce temps de post-appel, alors ne serait-ce que pour consolider en fait l'appel qu'on vient de terminer, mais aussi se préparer à en prendre un autre. Voilà, on va retrouver les durées de connexion, d'occupation, de disponibilité. Les notions de transfert sont importantes parce qu'effectivement, si à chaque fois que je transfère un appel, il n'est pas accompagné et que l'adhérent, enfin, le client, doit réexpliquer à chaque fois son contexte, ben, on va avoir des DMT à rallonge pour chacun des agents qu'on sollicite. Et le temps de classification est important. Voilà, ça c'est, enfin, on le verra d'ailleurs plus tard sur pas mal de points. Moi, je sais que j'insiste souvent sur le fait que l'agent, quand il est en fin d'appel, c'est lui qui a tous les éléments de contexte. Il sait pourquoi le client a appelé, rappelé. Il sait s'il a envoyé des mails. Il sait s'il est satisfait ou pas. Et aujourd'hui, voilà, on a des classifications qui sont multiples. On a plutôt tendance à classifier l'issue d'un appel. Hein, c'est une commande réussie, c'est un remboursement, enfin voilà, peu importe. Mais parfois, ça peut être intéressant aussi de classifier le contexte de l'appel. Bah oui, c'est une réitération. Le client a appelé 2 fois, on lui a dit que ça allait être traité, c'est pas traité. Enfin, c'est important de faire figurer tout ça justement au moment du post-appel. Sur la performance du service, répartition HO, HNO, c'est important aussi. C'est-à-dire que si on a un service 9h, 17h, mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de gens qui appellent entre 17h et 18h, ça peut nous donner aussi des pistes pour proposer quelque chose. Les appels perdus, donc la fameuse réitération, et le FCR, donc la résolution au premier contact. Voilà. La réitération, c'est aujourd'hui un sujet qui est chez énormément de clients. Parce qu'effectivement, quand on analyse en détail, vous pouvez vous apercevoir que vous pouvez avoir 5, 10, 15 appels de la même personne dans la journée. Et parfois, même si cette personne a eu un agent. Ouais, c'est vrai que ça, par exemple, on a le 17 juin prochain, on va être au CX Paris avec OpCoep, qui est un de nos clients, et ils ont travaillé sur le FCR, et ils ont une consigne aux agents, pas de durée d'appel, pas de script. Le but, c'est d'accompagner le client et pas de faire de réitération d'appel, quitte à passer plus de temps et l'accompagner, envoyer des formulaires, etc. Parce qu'ils nous disent, voilà, on a 450 000 appels entrants. Si on a juste 10 ou 20% des clients qui rappellent, on ne peut pas te traiter. Et donc, le FCR, c'est vraiment un truc clé chez eux. Tout à fait. Donc là, on a mis quelques petits exemples, un petit panel. Donc voilà, c'est uniquement des exemples. Hein. Mais voilà, on va bien sûr, la première étape, hein, d'ailleurs on l'a vu dans le sondage, c'est d'analyser les appels par jour de semaine, par heure. C'est de sortir aussi des indicateurs un petit peu basiques, la durée moyenne d'attente, voilà, la durée moyenne de conversation agent, la durée de post-appel, bien sûr d'en suivre l'évolution. Voilà, essayer de comprendre est-ce que globalement la durée d'attente elle est plus importante les jours où j'ai le plus d'appels ou au contraire parce que sur les jours où j'ai le plus d'appels, je positionne plus d'agents. Finalement, j'arrive mieux à absorber le flux parce qu'on a ce sujet-là parfois. C'est-à-dire là, par exemple, si on regarde le premier graphe, on va se dire le jeudi, on n'a pas d'appel. Donc le 4, c'est le jeudi. Et du coup, je mets peu de conseillers. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, comme on met peu de conseillers, OK, il y a moins d'appels, mais comme il y a très peu de conseillers, on a un temps d'attente qui est plus important. Voilà. Ou on perd peut-être plus d'appels aussi. Donc ça, c'est très important. Et bien sûr, le dimensionnement du plateau des équipes doit aussi découler de tout ça. Voilà, l'exemple aussi, si je dois faire des one-to-one avec mes agents, une réunion d'équipe, effectivement, il est très important de ne pas le faire au moment où j'ai le plus d'appels. Bon, ça peut paraître basique, mais si on n'est pas allé regarder cette info, voilà, on l'a pas forcément. Ouais, c'est vrai que tu donnais l'exemple d'un client qui disait ouais, tout se passe bien, de la QoS et tout ça. Et en fait, il faisait une réunion tous les mardis après-midi avec toutes les équipes. Et là, bam, ça s'effondrait. Ouais. Alors qu'il pouvait très bien après découper en 2 sessions de réunion, lui faire une grande session. C'est des choses tout bêtes, mais quand on n'analyse pas les chiffres dans le détail, on ne les voit pas. C'est ça. Ou après, la tentation, c'est de fermer le service. Mais là, on touche au point de la dispo. C'est-à-dire que moi, je suis adhérent, je pars du principe que c'est ouvert entre 9h et 18h, puis j'appelle à 15h, on m'explique qu'il n'y a personne. Voilà. Donc, c'est aussi pas forcément très, très structurant.
Alors là, sur ce slide, on a fait un petit focus aussi sur les sortants et les tickets de rappel. Parce qu'on voit souvent ce sujet, c'est-à-dire comment intégrer le sortant, et notamment la notion de rappel, alors qu'on a les entrants à gérer. Donc ça, c'est intéressant parce que typiquement, si sur les entrants que je ne peux pas honorer, je propose un rappel, le problème, c'est que si ces rappels se présentent aux mêmes agents au même moment, ben, en fait, je vais avoir un espèce de cercle vicieux là dont je ne vais jamais arriver à sortir. C'est-à-dire qu'à un moment, je vais traiter que des rappels et je ne vais plus traiter l'entrant. Donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire sur le sortant, on va avoir notamment deux notions. Hein, la notion vraiment de ticket de rappel. Je dois rappeler telle personne parce qu'il a appelé ou il a demandé à être appelé. Et après, on a aussi ces fameuses campagnes d'appel sortant où là, par exemple, on veut recontacter voilà, les clients, les adhérents pour une raison bien précise. Mais ce qui est important, c'est de bien déjà jouer sur la priorité. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut favoriser à instant T. Si sur une journée, on veut vraiment favoriser le sortant, bah, il faut voilà, staffer les équipes pour et configurer l'outil pour. Et ce qui est important aussi, on s'aperçoit, c'est de bien mesurer l'efficacité de ces campagnes de rappel. C'est-à-dire que voilà, si j'ai intégré 10 000 contacts à rappeler, est-ce que j'avais bien des numéros valides? Combien de répondeurs? Est-ce que je les ai bien rappelés dans le délai que je souhaitais? Si je souhaite rappeler pour un renouvellement et qu'au final, à la fin de la période de renouvellement, j'ai traité que 5% d'appels, bah, peut-être que la fois suivante, il faut trouver un autre mécanisme. Voilà. Donc, ce slide, voilà, c'est vraiment un point qui est quand même important parce qu'on s'aperçoit aussi parfois que les performances de l'entrant sont en baisse à cause de ce sortant qu'on a souhaité un peu forcer aux équipes. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un bon cas d'usage qu'on a vu avec la CC de Paris, qui avait mis justement, comme tu dis, du callback quand il y avait trop d'attente dans les files d'attente. Et donc, ils se sont rendus compte que s'ils mettaient ce callback dans des files d'attente où il y avait trop de monde, ils n'étaient pas capables de rappeler dans les délais. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient non, on fait plus propose plus de callback dans les grosses files d'attente, mais on le fait dans les petites files d'attente pour assurer une disponibilité, une jouabilité importante. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'en fait, au début, ils disaient voilà aussi, on va faire la prise en fait du callback, ça va être fait selon la dispo des agents, mais ils se sont rendus compte que les gens n'étaient pas forcément disponibles et ils traitaient plutôt les appels entrants. Et donc, ils faisaient en fait de l'appel automatisé et en fait, ça faisait présentation automatique dès qu'un agent était dispo. Sur ces petites files d'attente, comme ils sont multi-compétences, c'était facile à traiter. Donc ça, c'est cet aspect compétences, campagne, ticket de rappel. Tout ça est vraiment géré et on peut même associer à ça le workforce management pour gérer en fait les plannings des agents. Là, je vous laisserai regarder le planning. Ouais, je dirais aussi pour conclure sur le rappel, une chose importante, mais c'est important aussi de donner du sens sur ce fameux délai de rappel. Si moi, je prends un exemple, j'appelle ma compagnie d'avion parce que je prends l'avion dans 2 heures et que je demande à être rappelé, qu'on me rappelle dans 4 heures, c'est trop tard. Pourtant, 4 heures, on pourrait penser que c'est plutôt bien. Voilà. Et on voit souvent chez les clients, on a cette notion, est-ce qu'on a rappelé dans la journée? Mais en fait, avant de dire si c'est bien ou pas de le faire dans la journée, voilà, faut mesurer, on traite quoi comme appel, avec quelle criticité, quel niveau d'urgence. Et si je suis sur quelque chose qui est beaucoup trop urgent, bah, globalement, mon ticket de rappel, après 1 heure, en fait, il n'a plus de sens, finalement. Voilà. Donc ça, c'est des notions qui sont très importantes. Voilà, si on met en place du rappel, il faut aussi déterminer quel est le délai qu'on doit s'imposer, au-delà duquel, en fait, finalement, on va rappeler des gens qui ont certainement refait des entrants entre-temps et surtout qui ne seront pas satisfaits pour autant. Ok. Alors, le slide sur la mesure de la satisfaction client, donc voilà, c'est-à-dire post-interaction, de mesurer effectivement le niveau de satisfaction, est-ce qu'on est globalement face à des promoteurs ou pas, le niveau d'effort. Donc, important par rapport à ça, choisir notamment le bon indicateur à suivre, même si bien sûr les 3 sont très importants. Le canal de sollicitation, est-ce qu'on le fait post-appel, à chaud? Est-ce qu'on le fait plutôt à froid via un email, SMS? Bien sûr, mesurer l'évolution dans le temps. C'est-à-dire, si on fait ça uniquement ponctuellement, en fait, ça peut ne pas être très significatif. Ce qui est important aussi, là, on parlait tout à l'heure de partage. Il faut contextualiser aussi ces différents indicateurs. C'est-à-dire, OK, qui était l'agent, quelle campagne, quel motif. On sait très bien qu'il y a des motifs d'appel qui vont plus facilement donner l'envie d'être satisfait que d'autres. Voilà, ça dépend aussi bien sûr de ce qu'on traite.
Et aussi les éventuelles réitérations. Parce qu'il est évident que la personne qui appelle 4 fois, qui n'est pas servie, si à la 5e fois on lui propose l'enquête post-appel, voilà, elle risque aussi de vous le faire savoir. Voilà. Et ensuite, bien sûr, l'important, c'est encore plus important sur ces 3 indicateurs, c'est de lancer tout de suite des actions. Voilà, c'est-à-dire globalement les insatisfaits, je regarde pourquoi et puis j'essaye peut-être de les recontacter, de leur proposer quelque chose. Remercier les promoteurs, voilà, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée du lien et de la fidélité. Et un dernier point aussi que justement on propose aussi chez Eloquent, c'est le bravo aux agents. Ne pas oublier que l'agent qui a eu un 5 sur 5, il faut absolument lui indiquer. C'est très important. Voilà. Et en plus, à la fois, c'est valorisant et c'est motivant pour les appels suivants. Ouais, c'est vrai qu'on a le cas, la MNT, Mutuelle Nationale Territoriale, ils utilisent le module Bravo. Donc, en fait, post-interaction, il y a donc le client qui peut noter la qualité de sa relation avec l'entreprise, mais après, il note donc la qualité de la relation avec l'agent. Donc, il donne un petit mot. Et c'est vrai que c'est des petits mots, j'espère que vous allez bien, j'ai senti un petit peu que vous étiez enrhumé ou des choses comme ça. Et merci pour votre patience, tout le monde devrait être gentil comme vous, des choses comme ça. Et après ça, c'est bien sûr envoyé à l'agent en temps réel ou en différé. Et après, on le voit, à la MNT, ils ont fait une étude dans quasiment plus des 2 tiers des cas. Le module Bravo et ses remerciements sont utilisés avec le manager et l'agent pour essayer d'améliorer les choses, prouver leur qualité, etc. etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment super utile. Et on ne l'a pas dit aussi, hein, mais par rapport à la satisfaction, le commentaire est hyper important parce qu'effectivement, avoir une note, mais aucune explication, aujourd'hui, c'est très difficile de savoir si la personne elle n'est pas satisfaite parce qu'elle souhaitait être remboursée, mais en fait, on ne peut pas. C'est le process. Donc, l'agent, il a tout simplement appliqué le process. Ou est-ce que c'est parce que voilà, l'appel s'est pas bien passé et voilà. Et ça, en fait, dans l'enquête post-appel, le commentaire libre va nous donner ces infos. Et derrière, avec toute l'analyse sémantique qu'on peut effectuer, la catégorisation, on va être capable de comprendre pourquoi un appel, pourquoi lorsqu'on a un insatisfait, voilà, quels sont les critères déterminants en fait. Voilà. Et même chose pour les ultra satisfaits, parce qu'il faut garder à l'esprit que tous ces indicateurs ne cherchent pas forcément qu'à traquer les insatisfaits, mais aussi comprendre pourquoi notamment sur certains agents, on a globalement des notes qui sont plus élevées. C'est important de le comprendre aussi pour peut-être s'appuyer dessus pour former les autres collaborateurs. Alors là, on revient sur une petite photo des indicateurs proposés. Donc là, on va retrouver un petit peu ce dont on a déjà parlé, le taux d'appel présenté aux agents, le taux de service, la qualité de service, le taux d'appel abandonné, dissuadé, avec bien sûr les évolutions temporelles. Le taux de mise en garde, parce que comme j'expliquais, la mise en garde, il faut comprendre ce qui se cache derrière, est-ce qu'elle est légitime ou pas, la durée moyenne d'attente et le taux d'appel transféré, parce que bien sûr, en fait, qui dit transfert interne notamment, dit pour un même besoin, on va solliciter plusieurs agents. Quelques exemples, voilà, on continue sur la CSAT. Alors, ce qui était intéressant dans ce cas-là, voilà, c'est qu'en fait, on était on est dans un contexte où en fait, on choisit vraiment de contextualiser la satisfaction sur des critères bien précis pour justement comprendre en fait, voilà, que quelqu'un peut ne pas être content de la réponse apportée. Parce qu'on l'a pas remboursé. Mais par contre, l'accueil, l'attente, voilà, tout s'est très bien passé, ou l'échange, on peut imaginer plein de choses. Donc voilà, c'est une manière aussi de mesurer en fait la satisfaction selon des critères bien précis. Même si, voilà, moi je pense que le commentaire libre reste tout simplement le meilleur moyen d'expression. Donc après, voilà, on disait tout à l'heure, sur les insatisfaits, on peut lancer aussi des traitements, des rappels automatiques, des choses comme ça. Alors là, sur ces slides avec ces données un petit peu qu'on a volontairement faussées, en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, on va essayer de reporter cette satisfaction par agent. Alors encore une fois, c'est pas uniquement pour identifier ceux qui ont la moins bonne note, mais déjà, il faut comprendre s'il y a des problèmes de formation, de comportement. Et en fait, le 10 volontaire, voilà, qu'on a sur ce slide, c'est aussi pour dire, voilà, tiens, j'ai un agent qui a une super note globalement, pourtant, il ne résout pas tous les problèmes, voilà, quand on pose la question. Donc, je vais aller creuser aussi pourquoi il y a ce 10 et je vais m'en servir pour former les autres agents.
Et c'est là, on le verra un petit peu plus tard avec le quality monitoring, donc l'écoute et l'évaluation des appels émis par les conseillers. C'est avec ça qu'on va pouvoir identifier finalement quels sont les points forts des meilleurs agents pour justement après s'en servir pour former tout simplement les autres. Voilà, souvent cette notion de satisfaction par agent ou quality monitoring, on a toujours tendance à penser que c'est pour aller sanctionner les moins bons. Mais il faut garder à l'esprit que dans une optique de formation, il faut aussi valoriser ce qu'on fait très bien avec certains agents pour le reproduire. Parce que si l'idée, c'est pas partager ces indicateurs, mais une fois par an à l'entretien, de dire au fait, tu sais, tu n'as pas la meilleure note de satisfaction, l'agent, il va pas comprendre. Il va dire, mais il a fallu qu'on en parle avant, puis j'ai besoin de comprendre ce que je fais de mal. Enfin, voilà, c'est tous ces éléments qui sont intéressants avec ces indicateurs. Voilà, donc je parlais de la catégorisation. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir faire aussi facilement avec les campagnes, les commentaires, c'est-à-dire comprendre en fait globalement sur les insatisfaits, sur ce qu'on nous reproche, sur quels critères exactement ça s'appuie. Voilà, sur quelle campagne, sur quel motif. Donc ça aussi, c'est des choses qui sont importantes. Là, quelques exemples de ce que nous apporte le verbatim, donc le commentaire. En fait, voilà. Je disais tout à l'heure, pas moyen de vous joindre au téléphone. Bon, vous voyez, en plus, c'est mal écrit, c'est dire que la personne est très énervée au moment où elle note son commentaire. Voilà, là, on va se dire, OK, la piste, c'est sûrement l'abandon, la dissuasion. Voilà, globalement, j'ai un service, on me reproche, il n'est pas joignable. Ce n'est pas un problème de conseiller. Voilà. Donc, je vais le retrouver avec les notions de temps d'attente, de transfert, etc. Donc, le commentaire, c'est vraiment l'indicateur le plus riche pour comprendre en fait ce sur quoi on doit s'améliorer. Et à l'inverse, en bas, voilà, on a mis l'exemple du bravo agent. Hein, voilà, super commentaire, entretien très agréable. En fait, vous êtes agent, vous venez de terminer votre appel, vous recevez cette notif. Voilà, c'est globalement hyper valorisant et motivant pour la suite de la journée. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'aussi, tu disais, il faut faire attention entre la DMT et la CSAT. Là, en fait, c'est le cas de la visioconférence. On a deux cas intéressants avec Fnac Darty et Bouygues. En fait, quand on fait de la visio-assistance, c'est un appel qui dure plus longtemps parce qu'on doit faire une visio, on doit envoyer le SMS à la personne, elle doit montrer son truc. Mais quelque part, la satisfaction est bien meilleure et après, le FCR est meilleur aussi. Donc, quelque part, il faut se dire parfois, il faut accepter que les appels soient un peu plus longs et qu'on traite du premier coup plutôt que de réitérer. Alors, tu parlais souvent du quality monitoring juste avant. Exactement. Donc, quality monitoring, globalement, c'est une méthode sur laquelle on fait faire en fait de la réécoute d'appels émis par les conseillers pour en fait évaluer certains critères qu'on peut déterminer. Donc, encore une fois, l'accueil, la présentation, la qualité de l'échange, la réponse apportée. Voilà, on peut fixer un certain nombre de critères qu'on va bien sûr croiser. L'idée, c'est de dire, je vais aller notamment analyser un certain nombre d'appels que mes employés ont estimés comme très compliqués. Donc, le fameux Employee Effort Score. Donc, je vais aller regarder pourquoi l'agent me dit, là, sur cet appel, j'ai vraiment été en difficulté pour en tirer des pistes d'amélioration. À l'inverse, je vais aller aussi écouter, bien sûr, des appels sur lesquels les clients ne sont pas satisfaits ou les clients estiment qu'ils ont fait un effort trop important, soit parce qu'ils ont dû réexpliquer 5 fois leur demande. Voilà. Donc, ça, c'est des notions importantes parce qu'en fait, sur ce module d'écoute, on va pouvoir croiser un certain nombre d'indicateurs pour aller justement en sélectionner certains précisément. Alors, encore une fois, ceux qui ont des notes qui sont plutôt basses ou un effort élevé, mais il faut aussi aller écouter ce qui se passe très bien. C'est sur un appel qui a duré 10 minutes, tout le monde est content, à la fois l'agent et le client, c'est important aussi d'aller écouter ça et d'aller comprendre en fait quel a été le point fort notamment de l'agent. C'est ce qu'on voit à l'écran avec la note, l'employé effort score, là de 1 ou de 4 et voir ce qui s'est passé exactement. C'est ça. Mais c'est avant tout un outil de formation. Voilà. Et en fait, quand on dit formation, aujourd'hui, on se limite beaucoup trop à la formation sur les process. Mais mener un échange, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire, si vous avez un agent qui connaît par cœur tous les process, mais qui globalement ne sait pas mener un échange ou se retrouve trop rapidement en difficulté, énervé, peu importe,
et ben, globalement, tous vos indicateurs vont s'en ressentir, surtout sur la satisfaction. Ouais. Donc voilà, le quality monitoring, là, ce que tu montres, ça nous donne en fait après, bah, voilà, ce genre de petite analyse où en fait, on va pouvoir déjà mesurer pour un responsable d'équipe la performance de son équipe globale sur le savoir-faire, le savoir-être. Alors après, on peut imaginer, hein, tout ça n'est pas figé, hein, ça se contextualise. Et après, on va pouvoir bien sûr descendre au niveau des agents pour justement en sortir les pistes d'amélioration et de formation pour l'avenir. Alors, on passe maintenant aux canaux digitaux. On a parlé beaucoup du téléphone, mais il Oui, n'y a pas que le téléphone, il y a le mail et le chat aussi, entre c'est autres. ça. Alors voilà, effectivement, parce quand on parle KPI, on parle beaucoup de KPI voix, hein, globalement. Aujourd'hui, bah, tous les traitements qu'en découlent, et ce que peut nous faire les voice bots, enfin, voilà. Mais bien sûr, il y a aussi les canaux textuels qui sont toujours là et très importants. Je veux dire, quand je veux envoyer des pièces jointes, j'ai besoin d'un mail, hein, ou d'un formulaire, enfin peu importe. Je ne peux pas faire ça par téléphone, ça n'existe pas encore. Mais voilà, donc c'est très important d'analyser pareil, hein, sur le mail, bah, notre délai de prise en charge, voilà, de première réponse, de résolution sous 24 heures, 48 heures, alors pareil, selon les SLA qu'on s'accorde. Le taux de réouverture des conversations, c'est-à-dire quand l'agent clôt en estimant que c'est terminé, bah, effectivement, combien reviennent avec une réponse client qui dit qu'effectivement, bah non, lui souhaite continuer l'échange. La durée vide moyenne de la conversation et pareil, la durée de traitement de l'agent. Donc, on va retrouver des choses assez basiques qui sont assez propres d'ailleurs au monde du mail, du ticket, enfin voilà, qui sont très fréquentes dans des cas de support, notamment sur canaux écrits. Le chat, donc la sollicitation chat, qui là quand même a des enjeux beaucoup plus importants parce qu'effectivement, je vous envoie un mail, vous me répondez sous 2 heures, c'est plutôt bien. Par contre, je pense que je connais personne qui attendra 2 heures devant un chat. Voilà, donc le chat, ça reste du canal écrit, mais on attend bien sûr une réponse très rapide. Voilà. Donc, le temps de prise en charge, le temps de résolution, la durée moyenne de conversation, le taux de succès versus abandon, la satisfaction sur la réponse obtenue, parce que là, pareil, qui dit chat, on va peut-être avoir une première partie qui est gérée par un chatbot, puis une éventuelle redirection vers un agent de chat. Le taux de transfert vers agent, c'est-à-dire pareil, si on met un bot, est-ce qu'il est capable de résoudre un certain nombre de cas, ou est-ce qu'il est là juste pour contextualiser la demande? Donc voilà, on va essayer de mesurer tout ça. Et ce qui va être important, donc ça on va voir par la suite, en fait aujourd'hui, si on a du mail, du chat et de la voix, on va déterminer des indicateurs sur chacun de ces canaux, mais on ne va pas chercher à comprendre forcément s'il y a un lien entre les deux ou les trois. Typiquement, le chat, je vais démarrer une conversation de chat, puis à un moment donné, ça devient trop complexe, on s'appelle. Bah, effectivement, ma sortie de chat, finalement, on continue l'interaction sur un appel. Et ça, c'est important de le mentionner. Donc, c'est un peu ce que j'ai voulu expliquer ici. Et je pense que c'est le point qui est le moins exploité aujourd'hui chez à peu près tous nos clients. Voilà, donc il est essentiel d'assurer une cohérence entre les sollicitations écrites, comme les emails ou les chats, et celles par téléphone. Un client qui ne reçoit pas de réponse ou qui peine à établir un contact aura tendance à multiplier les demandes sur différents canaux pour un seul et même besoin. De plus, donc une première interaction sur un canal peut très bien se poursuivre ou être doublée par une action sur un autre canal. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, on va évaluer, par exemple, le nombre de mails qu'on reçoit, ou plutôt le nombre d'appels qu'on reçoit. Et en fait, on s'aperçoit que sur les appels, il y a 20% des cas, en fait, on nous appelle parce qu'on ne répond pas aux mails. Voilà. Donc finalement, on pourrait se dire, si je suis plus performant sur le mail, je vais avoir moins d'appels. Voilà. Et c'est important de mesurer tout ça. Et ça, encore une fois, je reviens vraiment sur les classifications post-appel. L'agent, il sait tout ça. C'est lui qui a le client en ligne, c'est lui qui lit les messages. Donc, il sait aussi pourquoi, en fait, est-ce qu'un client va solliciter plusieurs canaux. Est-ce que c'est nécessaire parce qu'on a une conversation téléphone et ensuite je vous explique qu'il faut m'envoyer les pièces jointes par mail, ok.
Ou est-ce qu'au contraire, voilà, bah, les exemples que j'ai mentionnés, je pense que tout le monde les, les a connus une fois. Voilà. Je vous appelle suite au mail que je viens d'envoyer. Donc là, c'est carrément le cas. J'ai envoyé un mail là, il y a 2 minutes, mais en fait, j'appelle tout de suite. Bah, je vous écris parce que j'arrive pas à vous joindre. Vous avez un service voix, mais en fait, on me répond jamais. Donc, OK, je bascule sur le mail. Je vous appelle parce que j'ai envoyé 2 mails et j'ai pas eu de réponse. Voilà. Donc là, typiquement, voilà un cas où on nous appelle parce qu'on n'est pas performant sur un autre canal. Je vous rappelle car je comprends pas votre réponse. C'est-à-dire que moi, imaginons, je favorise le canal mail, l'écrit, mais en fait, à un moment donné, on se comprend pas. Bah, effectivement, voilà, la solution parfois qui peut aider, c'est de passer sur la téléphonie. Et ou alors, je vous contacte suite à notre échange sur le chat. Ouais, j'initie une conversation sur le chat, puis après, bah, OK, on s'appelle, je sais pas, pour finaliser un contrat, enfin, peu importe. Et en fait, voilà, ce qui est important, c'est de tracer le lien entre ces différentes sollicitations, parce qu'on va s'apercevoir parfois qu'un besoin client nous coûte, entre guillemets, peut-être 3 appels dissuadés, 2 mails et un chat. Voilà. Et ça, effectivement, l'agent, lui, il a toutes ces infos. Et c'est très important de les stocker. Ouais. Et c'est vrai que si on travaille de manière efficace, et on a le cas avec Brandt, qui a un chatbot en IA classique qui permet de gérer 95% des demandes, et il y a uniquement 5% qui sont gérés par les agents. Donc là, en fait, il y a une véritable analyse des conversations sur le chatbot pour vérifier que ça traite la plupart et qu'on gère uniquement les demandes complexes avec les agents. Alors, en complément de tout ce qu'on a parlé au niveau de l'organisation, j'ai voulu demander à quelques-uns de nos experts, des consultants, de donner des conseils plutôt de type organisationnel. Alors, tout d'abord, Anne Rabineau, Défi CRM, nous a dit un rappel, mais qui est tellement souvent oublié, c'est best service is no service. Et c'est vrai que le meilleur appel, c'est celui qui a été évité. Donc, bien entendu, on fait tout ce qui est procédure d'évitement, avec l'accompagnement, les parcours des nouveaux clients. Mais ce qui est important, c'est donc identifier quels sont les motifs d'appel. Est-ce qu'on peut supprimer les causes racines? Les causes racines, c'est pourquoi les gens ils appellent. Est-ce qu'ils ont un problème à se connecter? Est-ce qu'ils ont un problème à activer leurs produits, etc., etc. Et à ce moment-là, en fait, il faut améliorer les parcours clients ou les produits. À chaque fois, si vous avez un nombre de clients qui augmente comme ça et un nombre de tickets ou d'appels qui augmente de la même manière, c'est qu'il y a un problème. Normalement, en fait, la demande doit être un peu plus basse et le but, c'est ça, c'est véritablement essayer d'améliorer les choses, parfois par la proactivité, parfois par le suivi des motifs et de dire, bah tiens, voilà, ça coûte tant d'argent de prendre des appels. Si on améliore le produit, si on envoie un courrier, si on fait un appel, si on fait un SMS, etc., et ben on va économiser tant de temps et on va améliorer la satisfaction client, toujours dans cette optique de mesure. Deuxième point, trop d'indicateurs tue l'indicateur, et tu l'as dit tout à l'heure, des indicateurs dans le rouge, ouais, la QoS était bonne, la QoS n'était pas bonne, la DMT n'est pas bonne. Mais comme elle disait, Anne, c'est finalement, qu'est-ce qui est une bonne journée ou pas? Est-ce que je peux clairement savoir, en regardant en un clin d'œil, si c'était une bonne journée ou pas, s'il y a une QoS qui est bonne, pas bonne, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est vraiment pondérer, combiner et essayer d'avoir un petit baromètre qui me permet de dire en 2 secondes, OK, c'était une bonne journée ou pas une bonne journée. Si je ne suis pas capable de le dire, eh ben à ce moment-là, il faut que je revoie mes indicateurs. Un autre point, c'est attention aux interprétations. Tu disais tout à l'heure, 2 conseillers peuvent avoir une même DMT et pourtant, l'un est peut-être plus orienté satisfaction client, il a des meilleures notes de satisfaction, alors que l'autre est peut-être plus productif. Comment ça se passe? Est-ce que c'est de la productivité horaire parce que la personne, en fait, passe plus de temps à faire du traitement, à passer du temps au téléphone, etc., etc. Et voir, en fait, qu'est-ce que ça a un impact sur la satisfaction. Donc, vraiment, cet aspect DMT entre 2 agents, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a du temps de traitement? Est-ce qu'il y a du temps de connexion, etc., etc. Quatrième point, c'est ce qu'on a parlé de la surqualité au départ. C'est vrai que la norme en taux de décroché, je crois qu'on a eu la question tout à l'heure dans le chat, c'est aux alentours de 90%. Certaines entreprises sont autour de 95%. Mais attention, si vous faites ça, vous aurez 2 possibilités. Soit en fait, vous allez laisser les gens, les agents au centre de contact attendre pour prendre des appels, ou alors il va y avoir des moments un petit peu de temps vide. Et à ce moment-là, vous allez leur déléguer du traitement, peut-être travail administratif. Soit en fait, vous allez piloter ces éléments-là, par exemple avec de la polyvalence, comme relancer des contacts froids, mettre en des campagnes de proactifs de rappel ou des choses comme ça. Donc là, en automatique ou en manuel. Donc ça, c'est les 4 conseils d'Anne. Il y a Laurent Vasset de Vitamine qui nous a donné aussi quelques recommandations. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Il nous dit, voilà, pensez en émotion et toute l'émotion. Parce qu'en fait, ce qu'il nous dit, c'est que oui, on mesure la satisfaction post-appel,
mais c'est important de regarder également quel était le type d'émotion qui a été mis, l'inquiétude, la réassurance, est-ce qu'il est déçu, est-ce qu'il est agacé, etc., etc. Donc avec l'analyse sémantique, et surtout mesurer entre le début et la fin. Au début, je suis pas content et à la fin, je suis très content. C'est pas la même chose si au début, je suis pas content et à la fin, je suis toujours assez mécontent. Donc mesurer en fait ça, et c'est avec le quality monitoring et le speech analytics se permettent de le faire. Créer des nouveaux KPI très opérationnels. Donc, bien sûr, tout ce qui est transformer l'émotion positive en négative et suivre l'évolution sur un sujet impactant. Est-ce qu'il y a eu un problème technique? Est-ce qu'il y a eu un problème sur les produits? Est-ce qu'il y a un pic d'appel ou des choses comme ça? Donc, on va se dire, mais comment ça se fait qu'il y a une insatisfaction? Est-ce que c'est lié à moi? Est-ce que c'était corrigé? Est-ce que c'était suivi dans le temps? Également, c'est donner les bons indicateurs aux bonnes personnes. Et c'est vrai que Laurent dit souvent que on a des indicateurs, mais ce qui est bien, c'est de travailler des indicateurs pour les bonnes personnes. Et après, faire des tableaux de bord qui permettent, comme disent Anne, d'avoir en un clin d'œil la vision de est-ce que ça a été une bonne journée ou pas. L'autre point, c'est les KPI. On parle souvent de NPS, mais c'est vrai qu'avec l'IA et le Speech Analytics, on va pouvoir vérifier si le client est content au final. Et pas besoin de lui demander si il est super content ou pas. On peut analyser comme ça de manière beaucoup plus large les interactions. Alors généralement, nous, on se borne à écouter 50% des appels, puisque c'est plutôt ce qui est recommandé. Mais on peut très bien, sur une journée, pour des demandes particulières, pour des files d'attente, faire une analyse beaucoup plus fine et analyser sur certaines demandes particulières 100% des appels pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, on a vraiment une exhaustivité qui peut vraiment être intéressante pour mesurer l'efficacité, voir où il y a des points noirs. Ensuite, donc, les corrélations entre ce qui s'est passé, par exemple, Madame X, comme il disait, se plaint tel jour de tel problème, mais est-ce qu'elle continue encore d'acheter? Est-ce qu'elle était intéressée par tel produit? Est-ce qu'elle a acheté au final? Donc, c'est se dire, OK, j'ai une efficacité, mais qu'est-ce que ça donne derrière? Et c'est vrai que Bouygues Télécom Entreprise, qui travaille chez nous, avec nous, nous dit clairement, disent, mais quel est l'impact business? Est-ce que ça a fidélisé? Est-ce que la personne s'en rend compte? Est-ce qu'on a vraiment réduit le churn? Est-ce que ça a permis d'améliorer les choses? Donc, c'est vraiment travailler dans l'efficacité et le concret. Alors, Patrice Giraudon de SmartCX, lui, nous a rappelé, et je crois qu'il y a eu des questions là-dessus, c'est l'importance aussi d'analyser les données du bot, puisque de plus en plus, en fait, nos clients ont du chatbot ou du voicebot, callbot au centre de contact. C'est d'analyser ces données-là, parce que tout comme on fait du quality monitoring avec des agents, il faut faire du quality monitoring avec le bot et analyser le taux de réitération ou alors le fait je n'ai pas compris la question. Le bot qui ne comprend pas ou qui répond à côté, il faut vraiment analyser ça parce qu'autrement, ça va énerver les gens. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses? L'adéquation des réponses avec les questions. Là, c'est encore plus vrai avec l'IA générative où le bot, en fait, peut dériver au bout d'un certain temps. Il faut continuer à l'écouter. Ce n'est pas une mise en place comme un SVI et on arrête. Il faut vraiment faire un suivi. Donc, vérifier quels sont les taux de suivi et de résolution 100% IA parce que parfois, on se rend compte qu'un taux de résolution 100% IA, c'est en fait le client qui est énervé, qui a raccroché et qui ne rappelle plus, ou alors c'est quelque chose qui n'est pas bon. Le taux d'escalade vers un agent humain, qu'est-ce qui s'est passé, la qualité de la réponse, la clarté, la qualité entière de la réponse, etc. Donc, bien sûr, le quality monitoring, on en a beaucoup parlé, mais c'est d'automatiser les grilles et voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut collecter tous les motifs, comme tu disais, analyser la voix du client avec les émotions du client, qu'est-ce qui s'est passé, quelle catégorie, est-ce qu'il est content, mécontent, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec la fameuse jointure avec le ressenti du collaborateur. Donc ça, c'est important, ces fameux résumés, pouvoir les exploiter et pouvoir les intégrer après dans le CRM, puisque toute cette richesse-là va permettre en fait d'avoir une meilleure connaissance du client lors du prochain appel. On a parlé tout à l'heure du NPS très rapidement. Là, c'est vrai que Patrice a mis le doigt sur un élément qu'on voit de plus en plus, c'est oui, les collaborateurs sont incentivés ou une partie de leur rémunération est indexée sur le NPS. Donc attention aux effets de bord qui font que les clients se voient demander par les agents ou en visite en magasin, mettez-nous une bonne note, autrement je ne vais pas toucher ma prime et notez-moi 9 ou 10, ça veut dire que c'est vraiment vous êtes content. En dessous, ça compte pas. 7 et 8 neutres, non, mais ce n'est pas une bonne note, ça. Donc voilà, donc ça perd la crédibilité, il faut faire attention à ça. Et le dernier point que Patrice a évoqué, c'est les dashboards. Et c'est vrai que Laurent Basset l'a également dit, il y a des dashboards qui sont faits
pour la partie commerciale, pour la direction et pour les responsables ou les responsables de l'expérience client. Donc voilà, il faut avoir les bons indicateurs pour les bonnes personnes. Patrice, lui, recommande 5 indicateurs clés par profil qui permettent vraiment de piloter l'activité. Ça peut être le taux de nombre d'appels sur les prospects, le taux de concrétisation, des choses comme ça, si on fait de l'appel sortant ou de la vente. Mais ça peut être aussi des indicateurs tels que le FCR ou la QoS selon ce qu'on se sélectionne de plus. Voilà. Alors, on arrive à la fin, on a un petit peu débordé. Ce qu'on voulait vous dire ce matin, c'est que l'important, c'est de donner du sens et des objectifs et de ne pas suivre des KPI pour les KPI parce qu'il faut analyser les chiffres, aller au-delà de ces indicateurs et essayer de comprendre ce qui se passe. Ensuite, grâce à des solutions de centre de contact modernes comme Eloquent, qui sont omnicanal, qui gèrent le mail, le chat, le téléphone, le WhatsApp, la visio-assistance, les réseaux sociaux, etc., on va avoir une meilleure efficacité pour ces fameuses réitérations dont on a parlé tout à l'heure. On peut mettre en place après le quality monitoring ou des choses comme ça. Et puis, si vous voulez aller plus loin, donc bien sûr, il y a des experts dont on a cité quelques-uns qui sont là pour vous aider, vous accompagner sur la partie organisationnelle. Et c'est vrai que tu disais très clairement, Sébastien, que c'est pas avec une seule action qu'on va gagner 10% de taux de service, mais c'est parfois 10 petites actions qui permettent chacune de gagner 1% qui vont permettre d'aller en globalité. Alors, Exactement. là, en fait, on vous a donné quelques idées de solutions. Hein. Vous avez plein d'outils, à la fois sur la productivité, sur le chef care, sur les nouveaux services. Donc, on parlera de bots, on parle de CTI, d'intégration CRM, des choses comme ça. Donc, ça, on vous laissera regarder tranquillement les solutions, mais il y en a vraiment beaucoup d'outils qui permettent d'améliorer votre efficacité au centre de contact sans nuire à l'expérience client. Donc, nous, ce qu'on vous recommande, un petit plan d'action vraiment très simple. Dès maintenant, revisitez votre promesse relationnelle. Qu'est-ce que vous voulez offrir? Est-ce que vous promettez un rappel immédiat? Est-ce que vous êtes plutôt sur l'efficacité? Est-ce que vous voulez faire comme certains clients d'un appel un moment clé? Est-ce que vous voulez que la DMT soit un peu plus longue? Pas de script pour traiter les demandes. Est-ce que vous voulez traiter et accompagner les personnes au-delà même de ce que vous devriez faire, mais vous voulez vraiment avoir de la satisfaction? Analysez vos stats dans les détails, définissez vos SLA en interne. D'ici 3 mois, en fait, affichez les résultats de vos SLA. S'il faut améliorer les choses, faites un appel à un expert si nécessaire pour auditer votre organisation. Mettez en place éventuellement de la gamification, des challenges, des indicateurs. On l'a vu par exemple avec des clients comme Ikera où la partie conseil, réponse adaptée faisait partie de challenges qui motivaient les collaborateurs à atteindre leurs objectifs et être plus orientés clients et à prendre plus de temps. Et dans les 6 mois, affichez vos SLA en externe, disant voilà, on vous répond par mail dans les 24 heures ou dans les 2 heures, c'est pas la même chose. Mettez en place du quality monitoring automatisé pour vraiment analyser à fond les données de vos appels téléphoniques et passer bien sûr à une solution moderne de centre de contact intégrant l'IA comme Eloquent qui vous permet de gérer l'omnicanal mais également intégrer l'IA à tous les niveaux, à la fois sur le résumé d'appel, sur les speech analytics, sur les callbots, etc. etc. Voilà. Donc, on est arrivé quasiment à la session de questions-réponses. Je vais juste finir là en vous disant que nos prochains événements, si vous souhaitez nous rejoindre, donc on se retrouve le 12 juin pour une matinale dédiée sur les parcours clients avec 3 partenaires, Apizzi, Visio Assistance et Green Bureau pour la partie réseaux sociaux WhatsApp. On se revoit également le 30 septembre pour un webinaire dédié à la relation client sous tension. On va essayer de désamorcer les incivilités au centre de contact, ça c'est le 30 septembre. Et une matinale qui aura lieu le 16 octobre sur le transport et la logistique. Et bien entendu, on se retrouve le 27 novembre pour notre CX Summit, notre grand-messe annuelle avec une petite dizaine d'ateliers. Et bien sûr, vous pourrez retrouver nos partenaires donc, qui sont consultants et que vous êtes sur la partie organisation, Patrice Jourdon, Laurent Vincet ou Anne Rabineau, que vous pourrez trouver sur leur site web ou via leur LinkedIn. Merci à tous. Merci Sébastien pour ce webinaire extrêmement riche et j'espère qu'il vous aura donné des idées. Et donc, je vous souhaite à tous une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain webinaire ou un événement physique avec Eloquent. À bientôt. Très bonne journée à tous.